À vous la Voilà. parole. Merci, Monsieur Bazin. Voilà, je vais vous parler un petit peu de Febelsem et de l'impact de l'industrie cimentière, de la production de ciment sur l'environnement. Aujourd'hui, c'est un débat qu'on entend régulièrement et la presse, si vous avez lu le Guardian il y a quelques mois, il critiquait le béton pour être le matériau le plus polluant au monde. Récemment, dans l'Écho, il y a un article qui est sorti. Le béton nuit gravement à votre santé. Vous avez tous entendu parler du béton stop, qui en fait est le stop à l'étalement urbain. Maintenant, la région flamande a décidé de ne plus parler de béton stop, mais de bouwshift, ce qui est un petit peu plus intelligent, en ce sens que le matériau béton n'est pas responsable de l'étalement urbain. Et demain, on va effectivement devoir ramener les gens dans les villes, construire en hauteur pour épargner les terres agricoles et les campagnes, et peut-être replanter des forêts quand c'est possible. Donc, Febelsem, c'est une fédération professionnelle qui n'a que 3 membres, qui sont les producteurs intégrés de ciment en Belgique. Intégrés, c'est-à-dire qui ont des fours à ciment. Et donc, c'est le groupe Lafarge-Holcim à Aubourg, Heidelberg Cement, c'est CBR à Lix et à Antoing, et le groupe Cementir, qui a ses usines à Gorin-Ramcroix, c'est CCB. Il y a encore 2 autres acteurs sur le territoire belge, c'est VVM et Sem Minerals, qui ont des broyeurs à ciment dans les ports de Gand et d'Anvers, mais qui importent leur clinker d'autres pays et dont l'impact environnemental en termes de transport est un peu différent, évidemment, puisque c'est du clinker importé, mais broyé sur le territoire belge. Donc, nos membres ne sont qu'au nombre de 3 et installés principalement en région wallonne, là où il y a la matière première à extraire, donc la pierre calcaire. Et vous savez que pour produire du ciment, on va broyer cette pierre calcaire, la mélanger avec de la silice, des alumines dans des proportions déterminées et porter cette matière à très haute température, 1450 degrés. Et donc, autour de 600 à 800 degrés, il y a le phénomène de décarbonatation de la pierre. Et donc, cette décarbonatation est responsable d'une grosse partie des émissions de CO2 de la production de ciment. Et de plus, l'énergie nécessaire à chauffer ces matières est la deuxième cause d'émissions de CO2. Mais on mélange parfois une tonne de béton avec une tonne de ciment. Donc, je reviendrai là-dessus concernant les émissions de CO2. Mais aujourd'hui, on construit énormément dans le monde et principalement dans les pays asiatiques. Et donc, quand on dit que le ciment est responsable de 8% des émissions de CO2 au monde, ce n'est pas faux. Il faut savoir que la Chine, aujourd'hui, produit à elle seule 56% du ciment mondial. Si vous y ajoutez l'Inde et les autres pays asiatiques, donc toute l'Asie produit à elle seule plus de 75% du ciment mondial. Les Chinois sont aujourd'hui à consommer 1700 kilos de ciment par habitant. C'est énorme, alors que l'Europe a une moyenne de 309 kilos par habitant. La Belgique est peut-être un mauvais élève parce qu'on en consomme beaucoup en Belgique. On consomme 570 kilos de ciment par habitant. On peut dire que le Belge a une brique dans le ventre, mais il a aussi un bloc de béton dans le ventre. Mais vous voyez que l'Europe, Sembureau et les pays, dont la Turquie, ne représentent que 6% de la production de ciment dans le monde. Et les États-Unis, c'est pas tant que ça. Si vous prenez tous les États-Unis, ils sont aussi à 6% et eux consomment de l'ordre de 287 kilos par habitant. Donc aujourd'hui, la consommation de ciment vient principalement d'Asie et de pays en voie de développement. Donc demain, l'Inde risque de produire plus encore
et l'Afrique, qui est en développement, risque d'en produire beaucoup également. Et aujourd'hui, il n'y a pas un matériau aussi bon dans la construction que le béton pour répondre aux enjeux des besoins. Et ces besoins sont liés principalement à l'accroissement de population. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. En ce qui concerne la Belgique, la consommation de ciment, c'est principalement la région flamande et Bruxelles pour 80% pratiquement. La région wallonne ne consomme que 20% du ciment. Donc il y a un transfert de la région wallonne vers la Flandre. Mais le ciment étant un produit lourd, comme le béton d'ailleurs, c'est un produit de proximité. Et on ne déplace en général pas le ciment à plus de 300 km de son lieu de fabrication, sinon ça devient en principe peu économique. Donc le rayon d'action d'une cimenterie, c'est grosso modo 300 km pour rester compétitif et limiter le transport. Le béton prêt à l'emploi, lui, il y a 200 centrales à béton en Belgique. Le rayon d'action d'une centrale à béton prêt à l'emploi, c'est de l'ordre de 20 km, 25 km en général. Donc, si on doit avoir des grands défis aujourd'hui, et on parle beaucoup du réchauffement climatique, et le CO2 est effectivement responsable de ce réchauffement, nous ne sommes certainement pas des climato-sceptiques, on est conscient des enjeux que notre matériau induit lors de sa production, mais le problème vient principalement de la démographie. Et la démographie crée des besoins en eau, en alimentation, en habitat, en transport. Et le CO2 est finalement une conséquence de cette démographie assez galopante sur le dernier siècle. Et donc, nous sommes tous d'accord qu'il faut un développement durable, a sustainable development. Donc, ce développement durable, c'est non seulement les aspects environnementaux, c'est aussi les aspects sociaux et les aspects économiques. En quoi est-ce que le ciment et le béton répondent ? Je vais essayer de vous donner quelques clés de réponse et d'être le plus objectif, évidemment, dans ce débat que tout le monde, pour lequel tout le monde a un avis à donner en général. D'abord, l'accroissement de population, quand on le voit sur une échelle classique, de l'an 0 à aujourd'hui, on est passé de 300 millions d'habitants à 1 milliard 500 000 habitants en 1900. Donc, si je prends en 1900, on est peut-être maximum 2 milliards d'habitants. En 1800, on était 1 milliard d'habitants. Le 19e siècle est le siècle de la première révolution industrielle, c'est l'âge du fer. Si vous avez l'occasion de visiter le musée du train à Schaerbeek, vous voyez l'extension du réseau du chemin de fer pendant le XVIIIe siècle. C'était assez impressionnant. Et les ouvrages d'art étaient principalement réalisés en acier. Le béton est arrivé dans les débuts du XIXe siècle, mais il ne s'est développé que vers la fin du XIXe siècle et sur le XXe siècle. Alors, vous voyez que l'accroissement de population jusqu'aujourd'hui, où on est à 7 milliards d'habitants, s'est fait sur un siècle pratiquement. Et donc ça, c'est de là que viennent tous les changements. Et si je prends maintenant les émissions de CO2, regardez, en 1900, on produisait 2 milliards de tonnes de CO2 en 1900. Aujourd'hui, on est à 36 milliards de tonnes. Et donc, de 1900 à 1950, l'accroissement des émissions de CO2 était encore relativement faible. Et aujourd'hui, il est exponentiel, comme le sont les besoins de la population en construction, en travaux d'infrastructure, barrages, digues, etc., etc. Et donc, l'Europe a pris conscience de ce problème
et depuis 1980 essaye de stabiliser ces émissions de CO2. Donc de 1980 à 2000, les émissions de CO2 sont déjà stabilisées et maintenant on a pris conscience de la nécessité de réduire nos émissions. Et ça, c'est un effort que chacun de nous devons faire dans notre mode de consommation. Mais la voiture, l'habitat sont deux éléments d'émissions de CO2 et l'industrie est peut-être celle qui a fait le plus d'efforts. Et si on voit aujourd'hui qu'il y a eu un effort, cet effort ne vient pas des habitants, il vient de l'industrie en particulier. Alors, si on regarde l'évolution globale de ces émissions de CO2, c'est intéressant de savoir que le transport est responsable environ de 15 à 18% des émissions. C'est un document qui date de 2005 et je n'ai pas trouvé le document équivalent pour 2015 ou 2018. Et donc, je reprends les chiffres cités actuellement par différents médias. Pour le transport, on est plutôt à 18%. Le chauffage des habitations représente 20% des émissions de CO2. Je vous disais que si on prend le ciment au niveau mondial, dans l'industrie, on est à 8%, ce qui n'est pas rien. La déforestation des forêts tropicales est quant à elle responsable de 20% des émissions de CO2. Et une année comme 2019, cette année où ils ont laissé brûler des surfaces énormes de forêts, et on n'a pas parlé beaucoup des forêts qui ont brûlé en Sibérie, mais c'est l'équivalent de la surface de la Belgique qu'on a laissé brûler. Le pourcentage d'émissions de CO2, pardon, je me trompe de bouton, le pourcentage d'émissions de CO2 est encore plus important. Et l'agriculture intensive est elle aussi responsable d'une partie des émissions de CO2. Donc c'est vraiment à tous les niveaux que les efforts doivent être entrepris. Alors on peut réduire la consommation de béton, mais il faudra la remplacer par un matériau qui soit plus écologique. Et ça, c'est la question. Et donc, nous, en tant qu'industrie, nous nous engageons vers une société neutre en carbone en 2050, et ça va nous demander des investissements importants et des efforts importants, je vais vous en parler. Mais le béton est un matériau naturel et considéré comme un écomatériau durable et économique. Et là, je voudrais, au travers de 2-3 slides, vous en parler. Et enfin, on est moteur d'un développement économique et social. Et comme c'est un produit local, consommé localement, je crois qu'on s'inscrit parfaitement dans l'économie circulaire. Donc, notre secteur investit dans une société neutre en carbone. Si vous allez sur les sites de nos membres au niveau international, vous voyez que chacun y va de ses déclarations. Eux veulent réduire les émissions de CO2 en brûlant plus de déchets, en brûlant de la biomasse et en réduisant l'impact environnemental en prenant les déchets provenant d'autres industries. Heidelberg a investi déjà en Belgique dans un système de captation du CO2. Quand vous roulez en voiture, capter le CO2 à la sortie du tuyau d'échappement n'est pas évidente. Dans l'industrie cimentière, on arrive à capter le CO2 à la sortie du four, mais il faut le purifier pour pouvoir le stocker, le réutiliser. Et ça demande des investissements quand même assez importants. Donc, si vous voyez au niveau de l'industrie cimentière européenne, on a déjà fait des efforts et de 1990 à 2015, on a réduit nos émissions de 15% grosso modo. L'objectif est de les réduire encore par l'usage d'autres matériaux thermiquement efficaces avec des fuels alternatifs, donc ne pas utiliser du fuel lourd, mais brûler des déchets notamment, recycler des bétons anciens comme matière première secondaire dans le ciment. Et après, il faudra stocker, capter le carbone, le stocker et le réutiliser et chercher des applications pour ce carbone qui sera stocké. Et donc là aussi, il y a matière à réflexion.
Si vous voyez au niveau de la Belgique, nous, en 10 ans, nous avons réduit nos émissions de CO2 de près de 28%. Donc la Belgique est peut-être un des meilleurs élèves européens et voire au monde en matière de réduction des émissions de CO2. Donc on parle beaucoup que la Belgique a lancé la première poutre en béton précontraint, que la Belgique a fait ceci, que Hennebic est venu s'installer en Belgique. C'est vrai que c'est un petit pays, mais où on est un territoire d'expérimentation et de développement assez impressionnant. Si vous voyez le taux de substitution énergétique de l'industrie cimentière, c'est la même chose. De 1990 à aujourd'hui, on valorise les combustibles de substitution et donc on n'utilise plus de fioul lourd, mais des déchets provenant d'autres industries qui servent de combustible de substitution et on atteint aujourd'hui près de 60% de combustible de substitution dans nos fours. Et en matière première secondaire, nous sommes de nouveau les pionniers puisque nous faisons appel aux laitiers de hauts fourneaux, aux cendres volantes, aux filaires calcaires. Demain, on va chercher les argiles calcinées. Nous sommes aujourd'hui à 37% de matières premières secondaires utilisées dans nos ciments pour une moyenne européenne aujourd'hui de 24%. Ça veut dire que quand on produit en Belgique une tonne de clinker belge est responsable de 700 kg de CO2. 700 kg de CO2 pour une tonne de clinker, c'est le ciment CEM1, le ciment Portland pur. Si on considère que 35% des matières proviennent de déchets d'autres industries, la tonne de ciment produite en Belgique, ce n'est pas 750 kg de CO2, c'est moins de 500 kg de CO2. Vous faites 63% de 750, et on est donc peut-être à 470, 480 kg de CO2 par tonne de ciment produite. Dans un mètre cube de béton, dans un mètre cube de béton, on met grosso modo, dans des bétons riches, 350 kg de ciment, donc c'est 30% de 470 kg de CO2, donc c'est plutôt 170 kg de CO2 par mètre cube de béton qu'on utilise. Monsieur parlait 1 mètre cube de béton égale 1 tonne de CO2, ce n'est pas tout à fait correct, mais il parlait de béton armé. Et effectivement, mais si on considère que le ciment représente 170 kg, il faut prendre le CO2 des granulats, de l'extraction des sables et des granulats, et de l'acier. Et l'acier, quant à lui, c'est environ 7 kg de CO2 par kilo d'acier. Si vous mettez 70 ou 80 kg d'acier dans 1 mètre cube de béton, l'acier est effectivement responsable au moins de 500 kg des émissions de CO2. Donc, il faut utiliser des aciers à haute performance, d'essayer d'armer le moins possible quand c'est possible, et utiliser peut-être des ciments à haute performance également. Mais donc, l'arrondi que vous avez fait de 1 tonne de CO2 par mètre cube de béton est peut-être un peu exagéré. On est quand même un peu en dessous, mais on voisine peut-être au niveau d'un mètre cube de béton armé, 800 kg par mètre cube de béton, effectivement, si on prend en compte tous les éléments. Alors, nous avons investi à l'X dans une machine de captation du CO2. C'est le projet LEILAC, qui est un projet européen. Et donc notre demande vis-à-vis du monde politique et de l'Europe, c'est de soutenir des investissements verts pour améliorer le captage de ce CO2, le purifier, capter le CO2 pur et pouvoir le réutiliser. Aujourd'hui, cette installation, qui a coûté quelques 12 millions, capte entre 15 et 20% des émissions de CO2 de l'X, ce qui est encore insuffisant. Et donc, on devrait mettre en place ce type d'installation à beaucoup plus grande échelle si on veut capter l'entièreté du CO2. Mais le béton, qui est le matériau fini que nous connaissons tous et dont on parle aujourd'hui,
c'est bien sûr un mélange de sable, de granulats, de ciment et d'eau. Et comme je vous disais, le ciment, c'est peut-être 170 kg de CO2. Sable, granulat, il faut prendre en compte l'impact environnemental de l'extraction de sable et de granulats. On lit aussi beaucoup dans la presse que les sables commencent à se raréfier. Donc, on doit concevoir des constructions les plus économes en matières premières et veiller au recyclage qui est essentiel. La professeure Karen Alacker, mais je ne l'ai pas vue, je suppose qu'elle est arrivée. Ah voilà, elle est là. Karen va nous parler de l'étude Totem et qu'elle a fait tour. Donc, Totem est un logiciel mis au point par le gouvernement fédéral avec l'aide de l'OVAM, de Vito, de la KU Leuven pour évaluer l'impact environnemental global des matériaux de construction, mais dans un bâtiment. Et donc, on lui a demandé, elle en parlera tout à l'heure, elle a fait tourner ce logiciel qui est un outil fédéral mis au point et reconnu par les 3 régions du pays, ce qui est assez exceptionnel, que tout le monde se mette d'accord autour d'un même outil. Elle l'a fait tourner pour une maison d'habitation et pour un immeuble à appartement. Et elle nous donnera les résultats de ces études pour voir que l'impact environnemental, donc dans le cas d'un immeuble appartement, on a comparé un immeuble en béton, un immeuble avec structure acier et un immeuble en ossature bois cross-laminated timber. Et on voit des résultats de cette étude que le béton est sur le plan environnemental le plus favorable. Alors les pourcentages, ça dépendra du coût, puisqu'ils font ça, elle va en parler d'une évaluation, une monétarisation de cet impact, mais il se fait que le béton est le plus durable en termes d'impact environnementaux. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rend peut-être pas suffisamment compte. Alors que cet outil ne prend pas en compte non plus dans l'énergie délivrée, consommée pendant la durée de vie du bâtiment, de l'inertie thermique du béton, qui peut éviter les surchauffes en été, qui peut se passer de climatisation et donc entraîner des économies d'énergie complémentaires de l'ordre de 20 à 30% grâce à cette inertie thermique liée à la masse du béton qu'on doit avoir à l'intérieur du bâtiment, évidemment. L'idée étant d'avoir du béton dans votre bâtiment, un isolant pour vous protéger de la température extérieure et un parement. Et le parement peut être choisi dans le matériau qu'on souhaite. Mais on voit que sur la variation de température annuelle, on a des crêtes de température qui peuvent dépasser les 30 degrés. La température à l'intérieur du bâtiment reste très stable grâce à l'inertie thermique et à l'activation du noyau, donc en faisant circuler éventuellement de l'eau à faible température dans les dalles en béton. Le béton permet des constructions en hauteur. Ici, pour le GAC, je montre que c'est un bâtiment qui existe à Milan, de l'architecte Boeri. C'est une structure en béton qui permet de construire en hauteur. Et quand on parle du stop à l'étalement urbain, il faut peut-être viser des constructions en hauteur, mais qui répondent à un confort de vie correct. Il ne faut pas qu'on entende le voisin, donc l'isolation acoustique est essentielle, la résistance au feu est essentielle. Donc il y a toute une série. Le matériau doit être sain. Alors quand on dit le béton nuit gravement à la santé parce qu'il est responsable de 8% des émissions de CO2, mais vous savez qu'un béton bien composé et bien réalisé ne relargue aucun élément nocif dans la nature. On utilise le béton comme conduite pour de l'eau potable. Aujourd'hui, des producteurs de vin biologiques utilisent des cuves en béton en forme d'œuf pour faire vieillir leur vin dans ces cuves, et les échanges d'ions entre l'eau et le béton ne nuisent en
rien à la qualité de l'eau potable ou du vin qu'on conserve dans une cuve en béton. Donc il faut arrêter de dire que le béton n'est pas un matériau sain. On ne le laisserait pas vieillir du vin dans une cuve en béton s'il relarguait le moindre élément nocif dans l'eau que vous allez boire. Donc ce sont tous des éléments essentiels dont on doit tenir compte. Le béton est 100% recyclable en fin de vie et là on fait encore beaucoup de recherches pour réutiliser ce béton peut-être dans la production de ciment, dans la production de béton noble. Et bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas 1 mètre cube de béton qui est mis en décharge. Il est réutilisé comme granulat dans des bétons maigres ou dans des fondations. Et donc, avec tous les efforts qu'on fait pour réutiliser les déchets d'autres industries, pour brûler les déchets qu'on ne doit pas brûler dans un incinérateur. Vous savez qu'un incinérateur porte les matières à 800 degrés, nous les portons à 1450 degrés. Donc tous ces éléments font que nous nous inscrivons particulièrement bien dans une économie circulaire et c'est ça qui fait que la consommation de ciment et de béton dans le monde est importante. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un matériau qui soit peut-être plus écologique que le béton pour répondre aux besoins de construction de la planète. Alors, c'est évidemment un produit local avec une main-d'œuvre locale. Ici, pour la Belgique, ça représente 14 000 emplois indirects. L'industrie cimentière proprement dite, c'est 1 000 emplois, mais tout le secteur associé au béton, qu'il soit prêt à l'emploi, béton préfabriqué, l'extraction des granulats et les adjuvants, tous ensemble, ça représente 14 000 emplois en Belgique, ce qui n'est donc pas négligeable, et un chiffre d'affaires qui dépasse les 3 milliards d'euros. Donc voilà, c'était un petit peu l'objet de mon message, c'est de vous montrer que nous travaillons sur les questions climatiques et c'est notre préoccupation prioritaire, mais qu'on n'a pas attendu le réchauffement climatique et les manifestations des jeunes dans la rue que, quelque part, moi je soutiens, parce que quand une Greta Thunberg dit « adressez-vous aux scientifiques », ben, nous faisons ça depuis toujours et on s'adresse aux universités pour travailler avec nous sur les problématiques environnementales, mais on n'a pas attendu ces manifestations pour faire des efforts et réduire notre impact environnemental déjà depuis des années. L'usage de laitier dans le ciment les premiers ciments composés au laitier datent des années 20 déjà en Belgique. Donc vous voyez que ça fait longtemps que nous essayons de réutiliser les sous-produits provenant d'autres industries. Voilà, je vous remercie pour votre attention.